Bonjour à toutes et à tous. Le projet de penser l'homme n'est pas une affaire de millénaires. Au contraire, c'est tout récemment que l'homme a fait son apparition dans le monde du savoir, avec la formation des sciences humaines, afin d'identifier les pratiques des sciences de l'homme au sein de la connaissance. Michel Foucault décide de contourner l'approche historique et de s'appuyer sur une archéologie des sciences humaines. L'objet principal de l'analyse de Michel Foucault est en effet de dégager une nouvelle conception de l'histoire des connaissances, et ce en rupture avec les interprétations historiques classiques qui perdurent encore aujourd'hui. Cette appréhension originale, Foucault la nomme archéologie, arché et logos, d'où le sous-titre, une archéologie des sciences humaines. Il s'agit effectivement d'interroger le récit que nous offre l'histoire afin d'y retrouver les conditions de possibilité, c'est-à-dire les configurations ou pratiques discursives qui ont donné lieu aux formes diverses de la connaissance. Ce sont ces conditions de possibilité qui constituent les épistémès. Autrement dit, l'archéologie, s'adressant à l'espace général du savoir, à ses configurations et au mode d'être des choses, définit des systèmes de simultanéité ainsi que la série des mutations nécessaires et suffisantes pour circonscrire le seuil d'une positivité nouvelle. Cette approche indique avant tout que l'histoire des savoirs ne s'est pas déroulée de façon linéaire et continue, comme si, par exemple, celle-ci ne constituait qu'une ligne parcourue de segments indiquant une évolution par découvertes successives et par de plus grandes attentions accordées au monde. Avec Foucault, au contraire, l'histoire est discontinue. Les épistémès ne se succèdent pas de manière fluide, mais par rupture. De plus, cette succession n'implique nullement qu'il faille accorder une valeur plus grande à une positivité par rapport à celle qui la précède. La réflexion menée dans les mots et les choses s'attachera dès lors à l'une de ces épistémès. L'âge classique qui s'étend de la fin de la Renaissance, épistémès de la représentation au début de la modernité, criticisme. Voyons donc dans les grandes lignes quels furent les caractères principaux et différenciants de ces deux premières épistémès, afin de saisir l'importance du concept de classification. La configuration épistémique précédant celle de la représentation est tout entière dominée par la ressemblance. C'est autour de ce concept que le savoir de la Renaissance se forme et s'articule. Et, a fortiori, c'est à partir de la ressemblance que le savant de l'époque appréhende le langage et la connaissance. Connaître au XVIe siècle, c'est interpréter. Et je cite, « Interpréter, c'est aller de la marque visible à ce qui se dit à travers elle. » Cette marque des choses qui s'offre à nos yeux est en fait la signature, le signe de la ressemblance que les choses entretiennent entre elles. L'harmonie ou la cohérence du monde sont donc assurées par la similitude qui unit les choses. C'est Dieu qui a déposé ces marques pour que nous les recueillions et que nous reconnaissions son œuvre. Toutefois, pour qu'existe une connaissance, un discours scientifique qui soit en adéquation avec son objet, il faut un langage qui puisse correctement désigner les choses. Une nouvelle fois, c'est la ressemblance qui va être invoquée. Et assurer la rectitude de dénomination langage. Les mots doivent être semblables aux choses, ou plus précisément aux marques des choses. Aussi, savoir consiste à rapporter du langage à du langage. Nous pouvons maintenant comprendre pourquoi la classification ne jouait aucun rôle majeur à la Renaissance. Le tableau des connaissances est linéaire. Il s'agit de découvrir les marques indiquant les ressemblances qui unissent les choses, de les répertorier et, si possible, de retrouver les mots qui ressemblent le plus à ce qu'ils désignent. Ainsi était-ce un savoir du semblable, c'est-à-dire du même, où aucune tentative systémique ou méthodique de classification ne fut entreprise. L'homme n'a pas à classer parce qu'il n'a pas à ordonner. Il n'a qu'à déceler les ressemblances dans le monde que Dieu a ordonné.
Au XVIIe siècle, la ressemblance paraît insuffisante pour expliquer la relation entre les mots et les choses. Une première critique majeure mérite d'être relevée à ce propos. Avec Cervantes, nous découvrons un Don Quichotte qui tente, mais échoue, de démontrer la conformité des signes langagiers aux choses, alors que dans la seconde partie du livre, des personnages rencontrent et reconnaissent Don Quichotte pour avoir lu la première. Nous assistons ici à l'émergence d'une nouvelle place et d'un nouveau pouvoir accordé au langage, à savoir le pouvoir représentatif des mots. C'est grâce à la théorie de la représentation que va apparaître une nouvelle forme de savoir. Le signe cesse d'être une figure du monde et cesse d'être lié à ce qu'il marque par les liens de la ressemblance. Maintenant, cette liaison est assurée par la représentation. Le signifié est représenté par le signifiant et inversement sans intermédiaire. Le signe ne préexiste plus au langage humain. Le langage devient transparent. C'est donc à partir du langage même qu'il convient d'établir un ordre. Mais non un ordre, répétons-le, déterminé par la similitude présente dans le monde car, comme l'indique Buffon, la nature est remplie de choses différentes et d'exceptions. De plus, les mots peuvent désigner plusieurs choses alors qu'elles peuvent être différentes. La pensée ne doit plus s'exercer selon la similitude, mais selon la comparaison qui détermine les identités et les différences. La comparaison génère de cette façon un ordre. Il est donc question de créer un ordre à partir de l'analyse des identités et des différences, et non plus de répéter infiniment le semblable que l'on retrouve dans l'univers. La science générale de l'ordre, c'est la mathésis. Et naturellement, le prolongement se matérialisera dans la taxinomia, disposition en tableau ordonné d'identité et de différence, mais aussi et surtout une conséquence pour toute connaissance de la nature à l'âge classique. Au XVIIe et XVIIIe siècle, c'est avec l'émergence de l'histoire naturelle que la classification apparaîtra comme une étape essentielle, voire comme l'objet de l'activité scientifique. Contrairement aux interprétations historiques qui voyaient dans l'apparition de l'histoire naturelle une réponse à l'échec du mécanisme inauguré par Descartes, Foucault leur trouve une origine, un socle commun. C'est ici que nous retrouvons les profondes différences opposant les épistémés de la ressemblance et celles de la représentation, en l'occurrence en ce qui concerne l'approche des êtres vivants. Jusqu'à Aldrovandi, faire l'histoire d'une plante ou d'un animal consistait à recueillir l'ensemble des signes pouvant constituer leur marque. Car, répétons-le, les signes faisaient partie de ces êtres. Dès lors, on pouvait trouver leur concernant des renseignements tels que ses vertus, les légendes et histoires s'y rapportant, les blasons où ils figurent, les aliments qu'ils fournissent. Il ne pouvait donc y avoir d'histoire naturelle puisqu'il n'y avait que des histoires. L'âge classique conçoit l'histoire d'une toute autre façon. Elle consiste à poser un regard minutieux sur les choses elles-mêmes et à transcrire ensuite ce qu'il recueille dans des mots neutres et transparents. Ainsi passe-t-on de la renaissance de la représentation, issue, si l'on veut, de la perception, à la représentation clarifiée parce qu'analytique du langage, sans recours aucun à la similitude. Aussi, Foucault indique que l'histoire naturelle a pour condition de possibilité l'appartenance commune des choses et des mots à la représentation. Dès lors, les documents de cette nouvelle histoire ne sont pas d'autres mots, textes, archives, mais la nature elle-même où les êtres et non plus leurs marques se présentent les uns à côté des autres, dans des herbiers, des jardins, et rapprochés selon leurs traits communs, et par là déjà virtuellement analysés et porteurs de leur seul nom. Ainsi, l'analyse de la représentation des êtres vivants opérée par le langage de l'histoire naturelle nous ouvre un monde ordonné. Rappelons en effet que d'une façon générale, la réflexion et surtout le langage sont déjà des formes d'analyse de la représentation et donc instances d'ordonnancement et de classification des choses. De ce fait, faire l'histoire des êtres, c'est leur appliquer un ordre, les classer selon leurs traits communs. Autrement dit, l'histoire naturelle doit répondre à une mathésis par la classification des êtres vivants en taxinomie.
Ce qui importe avant tout, au niveau de la problématique du rapport langage-chose à l'âge classique, c'est que, grâce à la structure, n'importe qui pourra effectuer la même description au sujet d'un individu. Par exemple, tout un chacun pourra vérifier qu'une fleur donnée est circulaire ou hexagonale, que sa tige a telle taille. Foucault souligne ce point en écrivant que, en cette articulation fondamentale du visible, le premier affrontement du langage et des choses pourra s'établir d'une manière qui exclut toute incertitude. Il ajoute encore: la structure, en limitant et en filtrant le visible, lui permet de se transcrire dans le langage. Dès lors, la description, à partir de la mise en évidence de la structure, plonge l'histoire naturelle dans une entreprise de mise en série, de classification des êtres vivants, et ce, avec la garantie d'une langue bien faite, transparente. Cette classification peut maintenant correspondre vraiment au projet classique de la mathésis: comparer les êtres vivants, les mettre en série, les disposer en taxinomie, bref classer et ordonner, voilà la tâche de l'histoire naturelle. Il faut toutefois noter qu'avec la réintroduction des termes de ressemblance ou de rapprochement, nous n'assistons pas à un retour vers l'épistémé de la ressemblance, car l'expérience ne nous livre pas, tel quel, le continu et l'ordre de la nature, contrairement à la Renaissance. C'est l'esprit et le langage qui les rétablissent. En effet, l'expérience nous offre un monde discontinu et désordonné. L'application d'une continuité dans la nature peut paraître de ce fait artificielle et illégitime. L'âge classique contournera cet obstacle et justifiera sa démarche en introduisant la notion de temporalité. Mais attention, il ne s'agit pas d'un temps qui conditionnerait de l'intérieur la continuité et l'ordre des êtres, comme ce fut le cas avec l'évolutionnisme de Darwin, et ce qui justifierait une conception discontinue de l'histoire des êtres vivants. En fait, le temps n'est jamais conçu comme principe de développement pour les êtres vivants dans leur organisation interne. Il s'agit simplement d'un devenir, d'une histoire qui n'agit que de l'extérieur sur ceux-ci, sans aucune incidence sur leur continuité. Elle ne fait que de nous donner l'illusion d'une discontinuité, alors que la disparition ou la transformation d'espèces était déjà prescrite par la taxinomie des êtres. Pour conclure, nous pouvons dire que Foucault a entrepris dans Les mots et les choses une investigation archéologique visant à dégager ce qui constituait la spécificité de l'épistémé de la représentation. Nous nous sommes limités aujourd'hui à l'étude de la classification à l'œuvre dans l'histoire naturelle et constituant son fondement pour découvrir un exemple particulièrement fort de ce qui a conditionné l'âge classique, à savoir la recherche d'une mathésis universelle. Durant cette période, connaître, c'était classer et donc ordonner. Relevons enfin que, comme nous l'avons montré, l'âge classique se trouve en rupture épistémologique avec la Renaissance. Elle ne résonne plus en termes de similitude, mais aussi avec la modernité qui va lui succéder, au moins sur 2 points en rapport avec la science des êtres vivants. D'abord, celle-ci n'est pas une biologie, une science de la vie, mais des êtres. La vie n'est qu'une catégorie de classement parmi d'autres, et non un seuil. Et d'autre part, on ne peut plus considérer l'histoire naturelle comme un précurseur de l'évolutionnisme, car à l'âge classique, le devenir inscrit dans le monde ne peut en aucun cas instaurer une discontinuité dans l'ordre des êtres. Il lui est extérieur et conditionné par l'instance que constitue la taxinomie des êtres. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.